Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du premier chapitre, c'est-à-dire la suite de ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Je rappelle qu'il s'agit toujours du module sur biologie des organismes végétaux. Donc, la première partie a été consacrée à un certain nombre de points relatifs à la définition des plantes, la place qu'ils occupent au sein des autres êtres vivants, leur utilité et intérêt et la place qu'ils occupent au niveau de la biodiversité et ce qu'ils représentent en termes de biodiversité. Aujourd'hui, on va passer à une deuxième partie basée essentiellement sur la classification des plantes et orientée sur la classification spécifiquement des plantes cormophytes. Mais avant de parler de classification des plantes, on va parler de système de classification en général. Qu'est-ce que c'est que la classification? C'est le résultat d'une science, donc c'est la systématique, qui permet de proposer des classifications des êtres vivants suivant des méthodes et des règles propres à cette science. Dans l'usage courant, vous allez voir qu'on va utiliser des termes différents. Donc, on peut parler de taxonomie, classification systématique. Vous avez même des cours qui portent des noms comme floristique et faunistique, la systématique des plantes, la systématique des animaux. Donc, c'est de la synonymie. En classification ou taxonomie ou systématique, peu importe. Donc, la systématique, c'est la science donc qui se préoccupe à la fois de la diversité des êtres vivants et non pas seulement de cette diversité, mais aussi des relations de filiation entre eux. C'est-à-dire qu'on va parler d'organisation à deux niveaux ou dans deux plans. Donc, sur un plan donc des structures et avec une profondeur qui correspond à la troisième dimension qui est la filiation, les relations phylogénétiques. Comment procède la taxonomie ou la systématique? Bon, on peut résumer cela en deux étapes. Une étape analytique descriptive qui est à la base de la discipline et qui représente l'aspect appliqué de la discipline, mais aussi un aspect synthétique. Les deux aspects correspondent aux deux niveaux dont j'ai parlé il y a un moment. Donc l'étape analytique est essentiellement descriptive. Donc on réalise tout d'abord la description des êtres vivants. La description est essentiellement morphologique. C'est l'aspect le plus pratique de la description, mais il n'est pas seulement morphologique. Il peut être complété par des approches d'autres disciplines comme l'anatomie, la biochimie ou la génétique. Mais en premier, c'est la description morphologique qui est à la base de la systématique complétée par les autres disciplines. Après la description, on passe à la nomination. Donc, on donne des noms. On propose des noms aux espèces. Chaque espèce va être reconnue par un nom spécifique. Et nommer une espèce se fait en suivant des règles de nomenclature qui sont inscrites dans le Code international de nomenclature botanique, il existe aussi nomenclature zoologique. L'étape synthétique, c'est l'étape où, au-delà de l'organisation de la diversité telle qu'on l'aperçoit ou telle qu'on la reconnaît aujourd'hui, on s'intéresse à la profondeur, à la troisième dimension, la dimension du temps, c'est-à-dire les relations phylogénétiques qu'on peut
expliquer ou traduire par les relations ancêtres-descendants. Donc, on essaye de faire le lien entre les ressemblances et au niveau donc morphologique qu'on a résumé dans des systèmes hiérarchiques et leur trouver une explication ou une origine dans le temps basée sur une histoire commune, sur des origines communes. Ces relations, donc, anciennes, de type ancêtre-descendant, constituent ce qu'on appelle la phylogénie ou les relations phylogénétiques. Donc, c'est l'aspect évolutif. Donc, il y a un aspect de constat de l'organisation telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, et il y a un deuxième aspect, c'est celui de comprendre, de reconnaître l'origine et les processus qui ont permis la mise en place de la structure qu'on observe actuellement. Vous avez ici, de part et d'autre de l'écran, une image donc de la vision en plan, de la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une représentation schématique. Par exemple, ici, des phanérogames, des plantes supérieures, et vous avez de l'autre côté l'autre vision où on reconnaît la troisième dimension, la dimension de temps, c'est-à-dire les relations de parenté, de filiation entre les différents groupes. Donc, du point systématique, la classification, on a parlé d'unité ou d'un système hiérarchique. Qu'il est la base du système, qu'il est l'unité de base, c'est l'espèce. C'est vraiment l'unité de base de la systématique et de la classification. Et l'espèce a en particulier un grand intérêt pour les sciences de l'évolution parce que il constitue la seule unité naturelle du système de classification. Toutes les unités supérieures à l'espèce sont des unités donc artificielles construites par les disciplines, par la taxonomie basée sur un certain nombre de critères. Alors que la base, c'est une unité naturelle qui a une réalité dans la nature. Et pour s'en rendre compte, il faut revenir à la définition biologique et non morphologique de l'espèce. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce telle que l'a définie Ernest Mayr? C'est un évolutionniste et quelqu'un qui a marqué la biologie des populations et les sciences évolutives. Donc, c'est qu'il s'agit d'un ensemble d'individus interféconds, c'est-à-dire qui se reproduisent entre eux. Se reproduire entre eux, ça veut dire qu'ils partagent des gènes. C'est une communauté de gènes. Et en même temps, en les définissant comme ça, on établit une barrière, c'est-à-dire qu'ils s'isolent des autres par une barrière reproductive. Et conséquence à ces essences de gènes, à cette reproduction entre eux, il va y avoir un certain degré de ressemblance entre les individus appartenant à une espèce plus que des individus d'autres espèces. Donc, c'est ce qui est résumé par cette définition. Un ensemble d'individus interféconds qui se ressemblent plus entre eux, plus qu'ils ne se ressemblent avec d'individus d'autres groupes, et qui sont isolés par une barrière reproductive. Donc, ça, c'est l'unité de base, et il était utile de rappeler la définition biologique de l'espèce, car elle est importante. Maintenant, la nomenclature, les noms. Bon, la nomenclature des espèces est basée sur un système qu'on appelle binomial, qui est dû à Linné, donc au XVIIIe siècle, en 1756, et c'est le système qui est toujours utilisé. L'espèce est définie par un binôme
le nom du genre et le nom d'espèce, en quelque sorte, comme un état civil, le nom de famille et le prénom. Ce binôme est souvent associé à le nom de l'auteur qui la première fois donc décrit l'espèce et aussi avec l'année où cette description a été faite. Ceci se matérialise par une abréviation qui vient après le binôme et un chiffre qui correspond à l'année de publication. Donc, pour résumer, le système de nomenclature linéenne ou binomiale reconnaît deux noms, un genre qui s'écrit avec une lettre majuscule et l'espèce qui s'écrit avec qui commence avec une minuscule. Les deux sont en latin. La langue utilisée en systématique, c'est la langue latine, c'est la langue internationale reconnue par la systématique. Et il s'agit donc, dans le cadre du Code international, d'un système mondial reconnu par tout le monde. Linné, voyez, c'est ce monsieur. Vous voyez ici la couverture du livre où il a exposé le principe de sa classification et la première classification connue chez les plantes, ça s'appelle Species Plantarum, en 1753. Des exemples. Si on prend, par exemple, trois espèces que vous connaissez, l'oignon, l'ail, le poireau, si vous remémorez ces plantes, vous voyez bien qu'ils se ressemblent. C'est des plantes avec des bulbes, avec des feuilles linéaires. Donc, il y a une certaine ressemblance entre elles au niveau morphologique, mais ce sont des espèces différentes, qu'elles ne se reproduisent pas entre elles et appartiennent, vu ce degré de ressemblance, à un même genre qui s'appelle Allium. Donc, pour Linné, l'oignon c'est Allium cepa, l'ail c'est Allium sativum et le poireau c'est Allium porum. Vous voyez, le L, ça signifie que l'auteur c'est Linné. Bon, voici un deuxième exemple d'un autre genre, le genre Quercus, avec en plus des noms des auteurs, vous voyez, qui peuvent être différents. Chaque espèce est définie par un auteur différent et vous avez l'année. Comme illustration de l'intérêt, donc, d'utiliser la langue latine et un code international reconnu par tout le monde, c'est la visibilité et aussi garantir la répétition donc des résultats. Voici ici une page d'une publication langue chinoise qui concerne une plante, le ginseng. Et vous voyez que même si c'est écrit pour des Chinois et en langue chinoise, quand on veut parler du nom de l'espèce d'une manière scientifique, on fait usage à la nomenclature scientifique, donc au nom scientifique en latin, suivant la classification de Linné. Entre parenthèses, vous voyez ici le nom vernaculaire, le nom en langue chinoise. Les unités de systématique dans lesquelles on range les plantes, on a parlé d'un système hiérarchique, c'est-à-dire un système où il y a un emboîtement. C'est un système de poupée russe, si vous voulez, où avec une autre image, vous avez des placards, et dans chaque placard, vous avez des tiroirs, et dans chaque tiroir, vous avez des boîtes, et à l'intérieur des boîtes, vous aurez d'autres boîtes, etc. C'est un système hiérarchique, d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. En rouge, il y a les niveaux principaux qu'on va considérer comme éléments
important de la classification pour simplifier, c'est le règne. À l'intérieur du règne, il y a plusieurs règnes bien sûr, comme on l'a vu la semaine dernière. Il y a les embranchements. À l'intérieur, vous avez des classes. À l'intérieur de chaque classe, vous avez différents ordres. À l'intérieur de chaque ordre, vous avez plusieurs familles. Et bien sûr, dans chaque famille, vous avez plusieurs genres avec plusieurs espèces. À l'intérieur de chaque niveau considéré de ce système hiérarchisé, vous avez bien sûr des sous-unités, donc qui varient suivant les systèmes de classification, suivant les auteurs. On résume ce système de classification hiérarchique, c'est ce qu'on appelle le classement de type Récorgé. Récorgé, qu'est-ce que ça veut dire? R règne, E embranchement, C pour classe, O pour ordre, F pour famille, G pour genre et E pour espèce. Donc espèce, l'unité de base comme on vient de le voir. Donc ça, c'était les principaux, les éléments principaux à rappeler sur la taxonomie, sa définition, sa façon de classer et les unités du système qu'on utilise pour la classification. Maintenant, on va passer à la classification, à la systématique des plantes, mais il va être présenté dans le contexte de l'histoire évolutive des plantes, c'est-à-dire dans ce paragraphe intitulé « Principale étape de l'histoire des plantes », où je propose, puisque c'est une vision, il y a d'autres visions possibles pour résumer ou synthétiser cette histoire. Cette histoire, je la résume en 4 étapes principales pour arriver aux formes d'organisation des plantes les plus évoluées et les dernières qu'on trouve sur la planète. Donc, 4 dates importantes correspondant à des événements que je considère comme importants et dans lesquels il y a eu un bouleversement important dans la structure, dans l'organisation des êtres vivants et qui ont permis de passer d'un niveau à un autre niveau. Tout passage d'un niveau à un autre niveau correspond à une adaptation meilleure aux conditions de vie sur la planète, qui accompagne aussi les changements des conditions de vie sur la planète. Depuis donc le premier événement qui est le passage de la forme de vie prokaryotique à une forme de vie eucaryotique, puis chez les eucaryotes pour les plantes, puisque je ne parle pas des animaux, le passage des formes des thalophytes aux cormophytes, autrement dit, entre les formes de vie aquatiques marines à des formes de vie terrestres, et après, chez les formes de vie terrestres, à une évolution au niveau du système de reproduction permettant d'avoir une reproduction de plus en plus adaptée au milieu terrestre avec 2 dates ou 2 phases ou 2 étapes importantes. C'est le passage de cryptogame au phanérogame et après, à l'intérieur des phanérogames, le passage des gymnospermes et l'arrivée aux angiospermes. Première date importante, première révolution, si on veut dire, dans l'organisation des formes de vie qui correspond à une étape importante dans l'évolution de la vie, c'est le passage des formes prokaryotiques aux formes eucaryotiques. Dans ce tableau, vous avez un résumé des principales différences entre ces 2 types d'organisation au niveau de la taille des cellules, au niveau du type de métabolisme, la mobilité, les organites, l'organisation du matériel génétique et du système ou du mode de reproduction.
Donc, en ce qui concerne, je vais mettre le point sur quelques exemples pour ne pas prendre trop de temps au niveau de ce point. La taille, bon, on voit bien qu'on passe des prokaryotes aux eucaryotes à des tailles de niveaux différents. Donc, en simplifiant, les prokaryotes auraient des petites cellules, alors que les eucaryotes peuvent avoir des cellules beaucoup plus grandes. Il y a aussi d'autres différences, parce que chez les prokaryotes, ils sont strictement unicellulaires ou coloniaux, il n'y a pas de forme pluricellulaire, alors que chez les eucaryotes, on a des formes pluricellulaires. Type de métabolisme. Les prokaryotes peuvent avoir un métabolisme dépendant de l'oxygène ou non, donc forme aérobie ou anaérobie, alors que les cellules eucaryotiques sont strictement aérobies. Ça, c'est important. Vous voyez comme exemple de l'évolution des conditions de vie sur la planète, parce que, pas oublier qu'on, dans l'histoire de l'évolution de la planète elle-même, l'atmosphère, initialement, n'était pas une atmosphère avec de l'oxygène. Donc, les modes de vie étaient strictement des modes de vie plutôt anaérobies qu'aérobies. Donc, ça permet de comprendre après ce que signifie donc ce passage des formes prokaryotiques aux formes karyotiques. Bon, les organites, ça, c'est ce que vous avez étudié en biologie cellulaire, en S1, vous connaissez la différence, c'est dans la compartimentation des fonctions cellulaires et la présence ou l'absence d'organites cellulaires. On va le voir après avec un schéma. Dans cette compartimentation, il y a la compartimentation du matériel génétique qui va être à l'origine d'un organite qui va jouer un rôle important dans la différence entre les deux. C'est l'existence des noyaux, c'est-à-dire le matériel génétique, l'ADN organisé en chromatine et en chromosomes et isolé par une membrane qui constitue le noyau et la forme plus simple, plus archaïque des molécules d'ADN, donc correspondant à des plasmides, des structures simples non isolées dans le cytoplasme. Et cette forme d'organisation est en relation avec le mode de division cellulaire pour la reproduction. Donc, chez les prokaryotes, on a une division par scisciparité, c'est une division archaïque, non équationnelle, et aussi qui correspond à une forme où la multiplication végétative est dominante et la variabilité est due plutôt à un hasard qui n'est pas inscrite ou dépendante du système de division lui-même, comme c'est le cas pour les mitoses et les méioses. Mitoses, c'est les divisions équationnelles et surtout les méioses, les divisions réductionnelles qui jouent un rôle important dans les cycles de reproduction de vie et pour la reproduction sexuée, c'est en relation à la reproduction donc des méiospores. Voici le schéma qui résume un peu les différences organisationnelles. Bon, on a basé ici la différence pour le matériel génétique, absence-présence du noyau, mais aussi pour les pigments qui font de la photosynthèse, donc libres sur des thélakoïdes, donc des structures libres, alors que chez les eucaryotes, les thélakoïdes sont organisés dans le sein d'un organite spécialisé qui est le chloroplaste. Donc le passage d'une forme à une autre, il y a une théorie c'est la théorie de l'endosymbiose, c'est que la cellule eucaryote résulte de la symbiose
de plusieurs prokaryotes spécialisés dans une fonction ou une autre. Donc, maintenant, les végétaux eucaryotes. Chez les végétaux eucaryotes, on va faire une distinction principale entre thalophytes et cormophytes à deux niveaux. Au niveau de leur organisation de l'appareil végétatif, c'est-à-dire de l'organisme dominant dans le cycle de vie, et aussi au niveau de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire les organes reproducteurs. Il y a des différences fondamentales à ces deux niveaux. Et ce qui j'affiche tout de suite d'entrée, qui sera expliqué par la suite, les différences, que ce soit au niveau de l'appareil végétatif ou les différences qui vont avoir lieu au niveau de l'appareil reproducteur entre ces deux grands groupes correspondent à un passage entre deux modes de vie différents. Les thalophytes pour le mode de vie en milieu aquatique marin et le cormophyte, le passage à un mode de vie en milieu aérien terrestre. Et les différences au niveau de l'appareil végétatif, au niveau de l'organisation de l'appareil reproducteur peuvent être interprétées à la lumière de le passage d'un milieu à un autre et comme la réponse adaptative trouvée par l'évolution pour permettre l'adaptation à un nouveau milieu. Au niveau de l'appareil végétatif, la différence, c'est l'organisme est une structure différente. Et par conséquent, il va porter des noms différents. Les thalophytes ont un thale et les cormophytes ont un cormus. La différence n'est pas seulement nominative dans le nom, mais traduit une réelle différence au niveau de l'organisation interne de ces organismes. Chez les thalophytes, il n'y a pas de différenciation, on ne reconnaît pas d'organes spécialisés et on ne voit pas une différenciation au niveau anatomique, histologique, etc. Donc, c'est un niveau de différenciation faible, alors que dans le cormus des cormophytes, on reconnaît des organes différents, principalement, on va le voir, 3 types d'organes, et ces organes vont être spécialisés dans des fonctions précises et vont être constitués par des tissus particuliers. Donc, une différenciation anatomique, histologique et morphologique. Donc, c'est ce que je viens de dire. Au-delà du niveau de différenciation, le mode de croissance oppose aussi ces deux types d'organismes, le thale et le cormus. Le thale, un système de croissance très simple. C'est soit une croissance intercalaire à l'intérieur donc des tissus, des cellules se divisent et permettent la croissance, ou par des apicales cellulaires. Alors que dans le cormus, la croissance est réalisée par un organe spécialisé qui est le méristème. Donc c'est pas une cellule, c'est pas une zone, c'est un organe spécialisé qui assure la croissance. Et on a deux types d'organes, des organes donc apicaux, la pointe des organes et qui vont réaliser la croissance en longueur. Donc, apicaux, croissance en longueur. Mais aussi des méristèmes latéraux sur toute la longueur des organes qui vont assurer une croissance perpendiculaire, la croissance en largeur. Donc, je résume. Différence au niveau de l'organisation et de la différenciation, différence au niveau du mode de croissance pour l'appareil végétatif. Pour l'appareil reproducteur, la différence est aussi tranchée dans l'organisation
donc des appareils reproducteurs. Il y a deux types d'organes reproducteurs. Ceux qui produisent les spores. Les spores sont produites après réduction chromatique. C'est les méiospores. Et ça, pour les cormophytes, on va les appeler des sporonges. Et pour les thalophytes, on va les appeler des sporocystes. Il y a les organes qui produisent les gamètes. Ce sont des organes portés par un organisme déjà haploïde et les gamètes sont produits par des mitoses. Et ces organes qui produisent les gamètes sont pour les cormophytes et pour le corbus, les gamétonges, alors que pour les thalophytes sont les gamétocystes. Donc des appellations différentes avec des terminaisons opposées. Onge pour les cormos, cyste pour les thalophytes. Est-ce que cette appellation traduit une différence dans les structures et dans l'organisation de ces organes? Oui. Et donc, c'est pas seulement une typification en proposant des noms différents pour les différencier. Non, ça se base sur des différences structurelles nettes qu'on peut résumer avec ce schéma. Comme vous le voyez ici, donc cette partie, c'est les organes reproducteurs chez les thalophytes et dans cette partie, les organes reproducteurs chez les gamétophytes. À première vue, on voit qu'il y a une organisation différente. On va essayer de résumer, de schématiser cette différence en deux points. Premier point, c'est faire attention à l'enveloppe qui entoure ces organes. Ici, c'est l'organe qui produit les spores chez les thalophytes, le sporocyste. Ici, c'est l'organe qui produit les gamètes, donc c'est le gamétocyste. Les deux sont isolés par une enveloppe qui est une paroi pectocellulosique. Quelle est l'origine de cette paroi pectocellulosique? C'est la paroi de la cellule mère qui a subi la méiose, donc dans ce cas, et la mitose dans ce cas où sont divisés les méiospores et les gamètes à l'intérieur. Quand on observe alors chez les cormophytes, on voit que l'enveloppe n'est pas une paroi pectocellulosique, mais une enveloppe cellulaire. Ce sont des cellulaires. L'enveloppe est constituée par une couche cellulaire. Ici pour les sporonges et ici pour les gamétonges. D'accord? Donc, ça se voit d'une manière claire. En termes, si on essaie d'interpréter quelle est l'importance, quel est l'intérêt de cette différence, c'est la protection des organes. Ici, on a des organes qui sont mieux protégés, puisque c'est une couche cellulaire, alors qu'ici, ils sont moins protégés, parce qu'il s'agit uniquement de parois pectocellulosique. Autre chose, c'est la spécialisation et la différenciation entre la forme et l'organisation des gamétonges. On voit une nette sexualisation, c'est-à-dire la forme reconnaissable du sexe du gamétonge, mâle ou femelle. Donc, il y a une spécialisation par sexualisation et une différenciation nette des deux types de gamétonges. L'entéridie, donc c'est un sac dans lequel il y a plusieurs gamètes mâles, et l'archégone avec cette structure en urne avec une seule gamète femelle qui est l'osphère. Donc deux différences principales, degré de protection
et la différenciation de la sexualisation des gamétanges. Donc, on va passer à la signification, avant de passer à un autre point, à la signification de de la différence dans l'organisation de l'appareil végétatif, essentiellement dans ce point. Pour l'appareil reproducteur, on en parlera dans les points suivants. Appareil végétatif, donc, entre thallophyte et cormophyte. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'interprétation est basée sur l'évolution et l'adaptation des formes de vie permettant d'occuper un nouveau milieu qui est le milieu terrestre. La vie initialement est apparue en milieu aquatique marin avec les thallophytes et je parle ici des algues. Donc la vie dans ces deux types de milieux correspond à des types de contraintes de l'environnement qui sont différents et qui vont avoir des réponses au niveau structurel et au niveau de l'organisation de l'appareil végétatif en termes d'anatomie et par conséquent d'histologie qui vont être différentes suivant la contrainte imposée. Bon, on peut prendre quelques exemples. Quand la plante vit dans un milieu aquatique, il vit dans un milieu dense et il va être supporté par la densité du milieu et il n'a pas besoin donc de structure de maintien ou de soutien. C'est le contraire chez une plante qui vit en milieu aérien où la densité de l'air rend la plante faible de l'air, la plante sous contrainte de sa propre masse et de son poids. Donc, il a besoin de structures permettant le maintien. La réponse va être faite par des tissus. On va voir que chaque type de contrainte, c'est des tissus ou des organes qui vont permettre de répondre à la contrainte. Ici, c'est les tissus de soutien qui permettent de maintenir. Au niveau aquatique, la plante est entourée par de l'eau et donc protégée de l'évapotranspiration, alors qu'à l'extérieur, la plante est soumise aux facteurs de l'environnement, la température, l'humidité extérieure, qui fait qu'il peut perdre l'eau à l'intérieur. Donc, il faut une interface qui protège le milieu intérieur et qui régule les échanges entre milieu intérieur et milieu extérieur. Cette interface est une interface qui correspond à un tissu de revêtement, c'est l'épiderme. L'épiderme stomatifère avec les stomates qui permettent de réguler justement ces échanges entre milieu intérieur et extérieur. La photosynthèse. La plante qui vit dans l'eau est exposée entièrement à la lumière, même si la lumière n'est pas optimale, mais il peut faire la photosynthèse par toute sa surface. La plante qui vit sur le milieu terrestre a deux parties. Une partie exposée à la lumière qui peut faire la photosynthèse et une partie non exposée qui est à l'obscurité. Donc, ça nécessite un système qui permet de circulation, donc qui permet de connecter ces deux parties et faire des échanges entre les parties souterraines et les parties aériennes pour que l'organisme puisse vivre, faire de la croissance et du développement. Donc les explications, c'est ce que je viens de donner pour les deux premières, pour la densité, pour l'isolation et la régulation des échanges avec le milieu extérieur. En ce qui concerne le fait qu'il y a une partie aérienne, une partie souterraine,
On va voir que ici la réponse était un tissu de soutien. Ici la réponse est un tissu, c'est l'épiderme, tissu de revêtement. La réponse aussi, c'est ici, c'est des tissus phloème qui sont des tissus de conduction. Essayons de comprendre avec des schémas. Donc voici les deux parties. Une plante, une partie de l'appareil végétatif exposée à la lumière, donc il a accès à l'oxygène, au CO2 et à la lumière. Cette partie à l'obscurité n'a pas accès à ces éléments. Donc, la photosynthèse ne se fait qu'à un niveau aérien et pas au niveau souterrain. Au niveau souterrain, pas de lumière, mais contact avec le sol dans lequel il y a les minéraux et l'eau. Donc, il y a nécessité de trouver un système de circulation qui permet de faire les échanges entre ces deux parties à travers le tronc. Et la solution, c'est toujours un tissu. Les tissus conducteurs, ils sont de deux types. Le xylème, en vert, qui correspond à donc la conduction ascendante, du bas vers le haut, donc il va transporter de l'eau minéraux à la partie aérienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la circulation de la sève brute. Dans l'autre sens, la photosynthèse donc permet de faire de synthétiser les assimilats photosynthétiques qui sont des sucres et d'autres matières organiques qui sont pas synthétisées au niveau de la partie souterraine et qui sont nécessaires pour le métabolisme. Donc, il va y avoir une circulation cette fois-ci descendante dans l'autre sens et ça, c'est la sève élaborée. Donc, il y a une double circulation dans des vaisseaux vasculaires, dans un système de tissu conducteur où les deux types de liquides de sève ne se mélangent pas, chacun circule dans un tissu donné. Donc voilà. Donc on va passer à l'opposition suivante. Donc maintenant, il a les cormophytes avec l'appareil végétatif comme organisme, et ce qui va se passer après, on va considérer que les adaptations majeures nécessaires sont acquises, l'évolution va continuer, surtout au niveau biologique. Bien sûr, l'appareil végétatif va continuer à évoluer, mais l'essentiel est fait. Donc, il y aura des ajustements au niveau du type des tissus conducteurs, etc., au niveau de l'organisation anatomique ou morphologique, mais l'essentiel est fait. C'est la création des organes, c'est les tissus spécialisés dans des fonctions précises. L'essentiel va se faire au niveau des cycles biologiques. C'est l'adaptation du système de reproduction chez les végétaux terrestres. Et cela se passe au niveau du cycle de vie. On va le comprendre au niveau de l'organisation du cycle de vie de ces organismes terrestres. Donc, chez les cormophytes, on admet qu'il y a un seul type de cycle. C'est un cycle dégénétique qui est formé par l'alternance de deux générations. Deux organismes différents. Essayons de comprendre. Quelles sont ces deux générations? Comment on peut les reconnaître et les définir? Ces deux générations sont donc limitées par deux phénomènes cellulaires importants. C'est la fécondation et la méiose. À quoi correspond la fécondation? La fécondation correspond à l'association de deux gamètes, c'est-à-dire de deux organismes haploïdes qui vont donner par fécondation un zygote, un œuf, qui, l'œuf,
va par développement, par croissance, construire l'organisme végétatif dominant du cycle et qui est le cormus. C'est ce qu'on appelle le sporophyte parce qu'il est diploïde. N plus N, ça donne 2N. L'organisme, il est diploïde et cet organisme va porter comme organe reproducteur des sporanges. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sporange? C'est le deuxième phénomène cellulaire qui délimite une génération pour le passage à une autre génération, c'est la réduction chromatique, c'est la production de méiospores ou de spores haploïdes. Donc ici, on a la première génération du cycle, la génération dominante correspondant au sporophyte qui est donc diploïde et qui porte les sporanges. Les méiospores, donc, vont germer et vont donner un organisme différent, mais un niveau d'organisation avec une durée de vie, avec des caractéristiques qui rendent cet organisme moins important que le sporophyte en termes d'organisation, en termes de taille, en termes de durée de vie. Donc, ce gamétophyte porte comme appareil reproducteur les gamétanges. Qu'est-ce qui se passe dans les gamétanges? Ce sont des mitoses qui permettent de produire les gamètes haploïdes. Et là, on a contrairement par opposition à la génération diploïde, la génération haploïde, le gamétophyte. Donc, un cycle de vie chez les cormophytes est construit toujours sur ce modèle. Une génération diploïde, c'est le sporophyte, c'est le cormus comme type d'appareil végétatif qui porte des sporanges. Une génération haploïde, c'est le gamétophyte et c'est une génération moins importante en taille, etc., mais importante par rapport au rôle qu'il joue, parce que c'est elle qui va produire les gamètes. Donc, deux générations. Donc, sporophyte diploïde, gamétophyte haploïde. Appareil végétatif de cet organisme, c'est le cormus. Appareil végétatif ici, il est variable. C'est ce qu'on appelle généralement un protale. C'est une forme donc peu structurée, de petite taille, mais qui peut être indépendante du sporophyte. Et ce qui traduit qu'il y a généralement un rapport de dominance et c'est ça le sens de l'évolution des sporophytes par rapport aux gamétophytes. Mais chez les cormophytes, on trouve donc aussi une situation particulière où le gamétophyte est donc dominant par rapport aux sporophytes, c'est le cas des bryophytes. Donc maintenant, à l'intérieur des cormophytes, quelle est la différence entre cryptogame et phanerogame? C'est la première division donc par la structure. Donc vous voyez que je parle plus de l'appareil reproducteur, que je parle plutôt de l'organisation de l'appareil, je ne parle plus de l'appareil végétatif, mais uniquement de l'évolution de l'organisation de l'appareil reproducteur. Il y a deux grands groupes, les cryptogames et les phanérogames. Crypto, ça veut dire une cachée, game, ça veut dire reproduction. Donc une reproduction cachée par opposition à une reproduction apparente, qu'on peut traduire aussi une reproduction peu différenciée, encore dépendante de la vie aquatique par rapport à une reproduction plus différenciée et plus adaptée à la vie terrestre.
Au niveau des groupes du point de vue classification appartenant à ces deux groupes opposés, dans les cryptogames, il y a les bryophytes, ce sont les mousses en quelque sorte, les mousses, les hépatiques. Bon, retenez mousses. Les ptéridophytes, c'est les fougères, par opposition donc aux phanérogames. Au phanérogame, on a les groupes les plus évolués par leur reproduction, c'est les gymnospermes et les angiospermes. Les plantes sans fleurs et les plantes sans fleurs apparentes et les formes avec des fleurs. Quelles sont les différences importantes? Donc, les cryptogames, on vient d'en parler, donc il y a une reproduction cachée. Pourquoi on parle de cachet? Parce qu'il y a la structure, les organes reproducteurs ne sont pas organisés, structurés en un organe morphologiquement bien visible et différencié. Alors que chez les phanérogames, on commence à parler de fleurs. C'est là où on va trouver les organes reproducteurs. Gamétophyte par rapport à ce que j'ai dit au cycle. Le gamétophyte est encore important parce qu'il représente une phase libre, un organisme indépendant. Donc, même s'il est réduit, même s'il est de courte vie, etc., mais indépendant. Alors que chez les phanérogames, cette phase libre n'existe plus. Le gamétophyte est fixé sur le sporophyte. Et pour être plus précis, on parle plus du gamétophyte femelle. Le mode de fécondation, ici, ce sont des oogalies, c'est-à-dire qui nécessitent un gamète mobile, c'est le gamète mâle, c'est un entérozoïde, ce qui suppose alors qu'il y a encore dépendance d'une phase aquatique. Ici, il n'y a plus de dépendance par rapport à une phase aquatique. On a donc d'autres modes de fécondation s'apparentant à des types de siphonogamie par contact direct entre les gamètes sans nécessité d'un milieu pour le déplacement. Les sporanges femelles vont être un élément, leur évolution important chez dans la reproduction des phanérogames. Chez les cryptogames, les sporanges sont nus et donc par conséquent il n'y a pas d'ovules. Chez les phanérogames, les sporanges vont être enveloppés par des téguments et vont créer un nouvel organe, l'ovule, un organe reproducteur qui n'existe pas chez les cryptogames. Les cryptogames, donc, ce sont des plantes sans ovules, alors que les phanérogames sont des plantes avec ovules. L'ovule, après fécondation, se transforme en graine. Donc, chez les cryptogames, il n'y a pas de graines, alors que toutes les phanérogames ont des graines. Les gymnospermes des graines, les angiospermes des graines, car ils possèdent tous les deux des ovules. Donc, vous voyez l'importance de ce qui se passe au niveau de l'organisation de l'appareil reproducteur et ses conséquences adaptatives par rapport au milieu terrestre. Il reste alors de voir maintenant chez les phanérogames. Est-ce qu'il va y avoir d'autres évolutions, création d'autres organes, ou on va s'arrêter à l'innovation de l'ovule et de la graine? Bon, les phanérogames, sont tous des végétaux vasculaires, peuvent être herbacés ou ligneux, ça c'est au niveau de l'appareil végétatif. Ils ont des organes groupés en fleurs. La fleur existe chez les gymnospermes, mais n'est pas apparente, très structurée, mais elle existe sous une forme d'organisation réduite à des
écailles, alors que chez les angiospermes, l'organisation de la fleur est à son apogée, et c'est ce qu'on va voir dans le dernier chapitre de ce cours. Donc, d'une manière générale, les phanérogames ont des caractéristiques qui les différencient, comme on vient de le voir, par rapport aux cryptogames, avec des gamètes mâles qui vont être réduits à des noyaux qui ne seront plus libérés. Le gamète va être transporté, le gamète mâle, par le gamétophyte mâle. Donc, il n'y a plus de dépendance, comme on l'a vu, par rapport au cryptogame, par rapport à une phase aquatique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, on a vu l'apparition de l'ovule, mais il y a apparition aussi du pollen. Pollen, c'est le gamétophyte mâle, donc qui va être très réduit, et c'est lui qui va être l'objet de la dissémination. Il va porter 2 gamètes seulement à l'intérieur, donc qui sont réduits à des noyaux gamétiques. Donc, il n'y aura plus cette phase libre qui existe encore chez les cryptogames. La fécondation donc va se faire par siphonogamie. Il va produire la graine. C'est un organe nouveau, donc, qui va permettre la pérennité, assurer la pérennité et une meilleure dissémination de l'espèce, car il constitue une forme de protection et aussi une étape d'arrêt ou de survie en attendant que les conditions soient optimales pour développer donc les plantules. Donc, l'ovule, propre à tous les phanérogames, le pollen propre à tous les phanérogames. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur des phanérogames? C'est le protection au nom de l'ovule. Chez les gymnos ça veut dire nu, l'ovule est nu. Il n'est pas protégé par des téguments, des structures supplémentaires. Et il produit par conséquent une graine qui va être disséminée à l'état de graine nue. Alors que chez les angiospermes, il va y avoir une structure supplémentaire qui est l'ovaire. Et l'ovaire, c'est une enveloppe supplémentaire de l'ovule et qui va être à l'origine de la création d'un nouvel organe de dissémination qui est le fruit, qui n'existe pas chez les gymnospermes. Ovule nu, ovule donc enveloppé, angio, caché, enveloppé dans un ovaire et qui va donner en plus de la graine un fruit. Le mode de fécondation change aussi. On passe à un mode de fécondation tout à fait particulier qui est la double fécondation. Donc, en résumé, on peut faire, à partir de tout ce qu'on a vu, une clé simplifiée de la reconnaissance des différents groupes en fonction donc de ces étapes. Première étape, passage de la forme d'organisation prokaryotique à une forme eukaryotique. Vous voyez, c'est un système donc à double entrée. Chaque fois, on choisit entre 2. Prokaryotes, c'est les cyanophytes, les eucaryotes, c'est le reste. Dans les eucaryotes, on oppose donc les organismes à thalles, sporocystes et gamétocystes aux organismes à cormus, sporanges, donc les thallophytes ou cormophytes. À l'intérieur des cormophytes, les bryophytes, comme je l'ai souligné brièvement tout à l'heure, c'est des végétaux qui sont non vasculaires, qui ne possèdent pas de tissu conducteur, cormophytes non vasculaires.
puis les cormophytes vasculaires. Et dans les cormophytes vasculaires, reproduction cachée, sans ovules, sans graines, ce sont les cryptogames. Les phanérogames, reproduction apparente avec ovules et graines de pollen, puis à l'intérieur des phanérogames, ovules nus, donc graines sans fruits, les gymnospermes, ovules cachés dans un ovaire, graines enfermées dans un fruit, ce sont les angiospermes. Voici d'une façon extrêmement réduite un système de clés qui permet de reconnaître les différents groupes grâce à un ou deux caractères majeurs. Maintenant, ces groupes, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'évolution? Bon, donc la succession de ces groupes correspond à l'histoire évolutive. Donc, dans ce tableau, vous avez différents événements dont on a parlé, les différents groupes, et vous avez en face les dates qui correspondent. Donc, voyez, en durée de vie, les formes prokaryotiques ont, depuis la création de la Terre, donc, sont apparus environ avec les premières formes autotrophes il y a plus ou moins 4 milliards d'années. Et il fallait attendre jusqu'à il y a moins de 600 millions d'années pour avoir les premières formes de vie eucaryotique par endosymbiose. Donc, après, vous voyez, c'est un laps énorme de temps où l'évolution était extrêmement lente. Et ça s'explique, et là je ne vais pas revenir dessus, le temps ne le permet pas, c'est par rapport au mécanisme de reproduction et de la création, de la variabilité, de la diversité. Donc, après l'ère primaire, donc on a connu le passage des formes aquatiques ou fermes terrestres, puis donc les formes terrestres avec l'apparition des phanérogames un peu plus tard au niveau de la fin du primaire, puis plus tard vers le fin du secondaire et début tertiaire, l'apparition des premières formes de gymnospermes. Donc, les éléments dont j'ai parlé comme événements majeurs dans l'histoire des plantes correspondent à des dates où l'évolution a fait des pas avec l'origine de nouveaux groupes, une nouvelle structure. Voici donc la classification qu'on va adopter, simplifier. Donc, souligné en jaune, ce sont des groupes intermédiaires importants pour la compréhension de l'évolution du système de classification, mais qu'on n'aura pas le temps, ou j'ai pas le temps d'expliquer. Donc, on va retenir donc les bryophytes, les ptéridophytes, les gymnospermes au sens strict et les angiospermes comme principaux groupes de végétaux cormophytes. Ça, ce sont des noms courants et non pas des classifications. Donc, les ptéridophytes, au fait, correspondent à plusieurs embranchements, contrairement aux bryophytes et aux gymnospermes ou aux angiospermes, les coniférophyta et les ontophyta. Bien sûr, les systèmes de classification sont très variables, dépendent des auteurs, et ça c'est un système parmi d'autres qui a l'avantage d'être simple. Donc, en rouge, c'est ce que je vous demande de retenir. On vous parle des cormophytes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des bryophytes, des ptéridophytes, puis des phanérogames avec gymnospermes et angiospermes. C'est l'information importante à retenir de ce cours. Dernière chose,
dont on va parler, c'est un autre système de classification qui n'a rien à voir avec l'évolution, avec les systèmes de classification, etc. Mais c'est une classification écologique des plantes. C'est le système de Roncailler. Roncailler, c'est un botaniste danois qui a proposé un système de classification basé sur le mode de passage des méristèmes, donc les organes de survie, pendant la période défavorable à la croissance. La notion de période défavorable de la croissance dépend donc du contexte. Au Danemark, la période défavorable, c'est l'hiver avec la neige. En contexte méditerranéen, la période défavorable, donc c'est la période sèche. C'est la période défavorable pour la végétation. Donc, voici ce schéma qui résume le système de classification. Bon, sur quoi il est basé? On a dit, comment passent les systèmes, les méristèmes, donc responsables de la croissance, la mauvaise saison. Premier cas, c'est qu'ils disparaissent entièrement. L'appareil végétatif disparaît. Ce sont des formes de vie annuelles. Et comment ils passent la mauvaise saison? Sous forme de graines. D'accord? L'organe de dissémination. Ceci s'appelle les thérophytes. Donc, toutes les plantes annuelles sont classées comme thérophytes. Et système d'adaptation par évitement. Il évite l'organisme végétatif, évite la mauvaise saison. Le reste, ce sont des plantes vivaces, donc ils passent un cycle pluriannuel et dans leur cycle, ils vont à un moment affronter la mauvaise saison. Comment les méristèmes affrontent cette mauvaise saison? Il va utiliser comme base ce niveau, vous voyez ici en rouge, le niveau minimum de neige. Rappelons-nous qu'il s'agit d'un système conçu sous un climat donc froid avec de la neige. Et on va prendre comme hauteur, il y a plusieurs hauteurs, jusqu'à 45 parfois, 30 cm comme hauteur. Donc, comme niveau maximal. Donc, les méristèmes, ici dans des bourgeons, chez des plantes qui ont une hauteur supérieure à 30 cm, on va parler de phanérophytes. Ce sont des arbustes, des arbres, etc. S'ils sont situés à un niveau inférieur à 30 cm, mais supérieur au niveau du sol, on va parler de camiphytes. Si la partie végétative disparaît, mais le bourgeon persiste sous le sol, donc supérieur à un niveau, inférieur à un niveau, mais toujours supérieur au sol, phanérophyte, camiphyte. Maintenant, inférieur au niveau du sol, on parle de cryptophyte, ou souvent on parle aussi de géophyte. Donc, ça peut être l'organe souterrain bulbe, un rhizome ou un tubercule. Et il existe un système intermédiaire entre ces types. C'est ce qu'on appelle les hémicryptophytes. Intermédiaire. L'organe n'est pas au-dessus du sol, n'est pas supérieur au niveau du sol, il n'est pas inférieur au niveau du sol, mais il est au niveau du sol. Donc, c'est les plantes qui n'ont pas de tiges, c'est des plantes en rosette, où les feuilles s'étalent sur la surface du sol, et au centre, vous avez les méristèmes. C'est ce qu'on appelle hémicryptophytes. Donc, voici la classification biologique de Roncailler qui est utilisée comme critère aussi pour de détermination dans les flores pour la reconnaissance des espèces, mais qui a une signification plus écologique
une signification donc systématique. Voilà, on a terminé cette deuxième partie et le premier chapitre. Merci pour votre attention.